Bienvenue dans le programme de préformation. Nous allons maintenant vous demander de vous identifier. Voici les fonctions qui sont à votre disposition. Le bouton Suite affiche l'écran suivant. Le bouton Répéter réaffiche l'écran en cours. Le bouton Retour affiche l'écran précédent. Le bouton Sommaire affiche l'écran de progression dans le cours. Le bouton Quitter permet de quitter le programme. Le bouton Aide affiche les écrans d'aide du programme. Le bouton Volume permet de régler le niveau sonore. La ligne d'instruction vous indique ce que vous avez à faire. Cette préformation abordera les sujets suivants: les unités de mesure, la mesure dimensionnelle, la mesure de pression et de température, la dynamométrie. Chaque leçon de ce cours est validée par un test de prérequis. Vous devrez réussir successivement tous ces tests pour certifier votre accès au cours en centre de formation. Cette leçon abordera les sujets suivants: le système métrique, les tolérances, la pression, la température. Les principales unités du système métrique sont les suivantes: le kilomètre, le mètre, le centimètre, le millimètre et le micromètre. Les distances longues sont généralement données en kilomètres et en mètres. Les distances courtes sont généralement données en centimètres, en millimètres et en micromètres. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les unités pour visualiser leur conversion. Le système métrique est composé de nombres décimaux. Les chiffres à gauche de la décimale forment la partie entière du nombre et indiquent un nombre d'unités. Les chiffres à droite de la décimale forment les décimales du nombre. Le premier chiffre après la décimale indique le nombre de dixièmes d'unité. Le deuxième chiffre après la décimale indique le nombre de centièmes d'unité. Le troisième chiffre après la décimale indique le nombre de millièmes d'unité. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les décimales pour les identifier. Faisons maintenant un exercice. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les principales unités du système métrique sont le kilomètre, le mètre, le centimètre, le millimètre et le micromètre. Le système métrique est composé de nombres décimaux. Chaque chiffre après la décimale représente le nombre de fractions d'unité. Voyons maintenant la notion de tolérance. La tolérance est l'intervalle dans lequel une mesure sera jugée correcte. Toutes les valeurs de contrôle ont une tolérance. Une tolérance est introduite généralement par les signes suivants: plus ou moins, supérieur à, inférieur à. Le signe plus ou moins introduit la valeur à ajouter ou à retirer à la valeur de consigne. Dans l'exemple 750 plus ou moins 50, la valeur à mesurer doit être comprise entre 750 moins 50 égale 700 et 750 plus 50 égale 800. Dans l'exemple, la valeur à mesurer 750 plus 0 moins 50, la valeur à mesurer doit être comprise entre 750 moins 50 égale 700 et 750 plus 0 égale 750. Les signes supérieur à et inférieur à donnent la valeur maximale ou minimale à mesurer. Dans l'exemple U supérieur à 1,6 V, toute valeur mesurée plus grande que 1,6 V sera dans la tolérance.
Dans l'exemple U inférieur à 1,6 V, toute valeur mesurée plus grande que 1,6 V sera hors tolérance. Faisons maintenant un exercice. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La tolérance est l'intervalle dans lequel une mesure sera jugée correcte. Toutes les valeurs de contrôle ont une tolérance. Le signe plus ou moins indique la valeur à ajouter ou à retirer pour obtenir la plage de mesure. Les signes supérieurs à et inférieurs à donnent la valeur maximale ou minimale à mesurer. Voyons maintenant la mesure de la pression. La pression se mesure sur les fluides suivants: les gaz et les liquides. La pression est mesurée avec un manomètre. La mesure s'exprime en bars. 1 bar égale 1000 millibars. La mesure de la pression des gaz se fait soit en absolu, soit en relatif. La pression atmosphérique au niveau de la mer compresse l'air à environ 1 bar de pression absolue. Dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. La pression absolue est nulle, c'est le vide. Voyons maintenant la mesure donnée par un manomètre affichant la pression relative et un manomètre affichant la pression absolue. Cliquez sur le manomètre pour déplacer les manomètres dans l'espace. Le premier manomètre affiche 0 au niveau de la mer et moins 1 bar dans le vide. Ce manomètre affiche la pression relative, c'est-à-dire la différence entre la pression à laquelle il est soumis et la pression absolue. Le deuxième manomètre affiche la pression absolue. Il affiche une réduction de pression jusqu'à 0. Dans les circuits hydrauliques, la pression des liquides dépend de la force appliquée. La force appliquée en un point du circuit génère une pression identique en tout point du circuit. Quelle que soit la force appliquée, le volume des liquides reste constant. Les liquides sont par nature incompressibles. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel manomètre affiche la pression absolue au niveau de la mer? Quelle conversion est correcte? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La pression se mesure en bars sur les gaz et les liquides avec un manomètre. La mesure de la pression des gaz se fait soit en absolu, soit en relatif. La pression des liquides dépend de la force appliquée. Les liquides sont incompressibles. Voyons maintenant l'effet de la température. Certaines précautions doivent être prises avant la mesure de la température. Évitez tout risque de déformation d'organes. Par exemple, une culasse ne doit jamais être déposée si le moteur est encore chaud. Évitez tout risque de blessure. Par exemple, le vase d'expansion ne doit jamais être ouvert si le moteur est chaud. Des conditions de température précises sont données pour prendre des mesures. Par exemple, la pression d'huile moteur. Dans tous les cas, il faut se conformer aux règles de sécurité ou aux spécifications de la documentation technique Renault. La température modifie les propriétés physiques des solides, des liquides et des gaz. Voyons tout d'abord l'effet de la température sur les solides. Une matière dite solide peut être en métal, en plastique, en céramique ou en matériaux organiques comme le bois ou le caoutchouc. Cliquez sur le thermomètre pour chauffer et refroidir cette barre métallique. Sous l'effet de la chaleur, la plupart des solides se dilatent et deviennent plus facilement déformables. Sous l'effet du froid, la plupart des solides se rétractent et deviennent plus fragiles. Sous l'effet de la chaleur, comme par exemple dans le circuit de refroidissement d'un moteur, les liquides se dilatent avant de se rétracter lors du refroidissement. La pression et le volume d'un gaz varient avec la température. Cliquez sur le thermomètre pour faire chauffer le gaz. À volume constant, la pression augmente avec l'élévation de température.
À pression constante, le volume augmente avec l'élévation de température. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Pourquoi la pression augmente-t-elle avec l'échauffement du moteur dans le vase d'expansion? Que devient la distance x lorsque la soupape y atteint sa température normale de fonctionnement? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il faut toujours se conformer aux règles de sécurité ou aux spécifications de la documentation technique Renault pour connaître les conditions de température. Sous l'effet de la chaleur, la plupart des solides se dilatent et deviennent plus facilement déformables. Ils se rétractent et deviennent plus fragiles sous l'effet du froid. Sous l'effet de la chaleur, les liquides se dilatent puis se rétractent en refroidissant. La pression et le volume d'un gaz varient avec la température. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Associer la valeur décimale à l'appellation correspondante ». Cette leçon abordera les sujets suivants. La métrologie, le pied à coulisse, le micromètre, le comparateur, les accessoires. La métrologie est la méthode utilisée pour mesurer les cotes d'une pièce mécanique. En fonction de la précision souhaitée et du type de pièce, le recours à des instruments spécifiques est nécessaire. Il existe différents types d'appareils de mesure. Les appareils de mesure les plus fréquemment utilisés dans l'atelier sont les suivants: le pied à coulisse, le micromètre et le comparateur. Nous allons étudier en détail ces trois instruments de mesure. Voyons tout d'abord le pied à coulisse. Le pied à coulisse peut être utilisé dans les cas suivants: la mesure de la longueur ou de l'épaisseur, la mesure du diamètre extérieur, la mesure du diamètre intérieur et la mesure de la profondeur de pièces mécaniques. Le micromètre peut être utilisé dans les cas suivants: la mesure de l'épaisseur de pièces mécaniques, la mesure du diamètre extérieur de pièces cylindriques. Le comparateur peut être utilisé dans les cas suivants: la mesure du jeu axial d'ensemble mécanique, la mesure du voile de pièces en forme de disque. Pour réaliser une mesure métrologique correcte, vous devez obligatoirement respecter les précautions suivantes. Vous devez toujours stocker les appareils de mesure dans leur boîtier d'origine. Les graduations et les surfaces de contact doivent impérativement être propres. Vous ne devez jamais nettoyer les surfaces de mesure avec un élément abrasif. Vous ne devez pas laisser tomber ou heurter les instruments de mesure sous peine d'obtenir des mesures incorrectes. Vous ne devez pas stocker les équipements de mesure dans des endroits humides et soumis à des températures extrêmes. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel instrument de mesure doit être utilisé pour mesurer la profondeur de pièces mécaniques? Quelles actions peuvent endommager ou affecter la précision d'un instrument de mesure? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'utilisation d'un appareil de mesure dépend de la pièce à mesurer et de la précision souhaitée. Le pied à coulisse peut être utilisé pour la mesure de la longueur, de l'épaisseur, du diamètre extérieur ou intérieur ou pour la profondeur des pièces mécaniques. Le micromètre peut être utilisé pour la mesure de l'épaisseur de pièces mécaniques ou du diamètre extérieur de pièces cylindriques. Le comparateur peut être utilisé pour la mesure de jeu axial et la mesure du voile de pièces en forme de disque.
Vous devez respecter les précautions d'utilisation et de stockage afin d'éviter tout risque de mauvaise mesure. Voyons maintenant plus en détail le pied à coulisses. Le pied à coulisses est composé d'une partie fixe et d'une partie mobile. La partie fixe comprend une tête, un bec extérieur et une règle graduée. La partie mobile comprend un curseur avec un vernier gradué, un bec extérieur et une jauge de profondeur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Les becs ou la jauge de profondeur doivent être correctement positionnés pour effectuer une mesure adéquate. Cliquez sur le pied à coulisses. La tête et le curseur se positionnent autour de la pièce à mesurer. Les becs extérieurs se positionnent dans l'alésage. La règle graduée est en appui sur le bord de la pièce à mesurer. La jauge de profondeur descend jusqu'au fond de la pièce à mesurer. Intéressons-nous maintenant à la précision de la mesure. Les pieds à coulisses peuvent avoir une précision de mesure d'1 dixième, 5 centièmes, 2 centièmes de millimètre. La précision du pied à coulisses est déterminée par l'échelle de la règle et l'échelle du vernier. La règle du pied à coulisses est graduée. Le pied à coulisses représenté ici possède une règle de 100 mm. Chaque graduation vaut 1 mm. La valeur d'une graduation de la règle est le premier élément qui permet de calculer la précision du pied à coulisses. Il existe 3 principaux types d'échelles de vernier. Une échelle de vernier comportant 10 graduations, une échelle de vernier comportant 20 graduations, une échelle de vernier comportant 50 graduations. Cliquez sur le pied à coulisses. Dans le cas d'une échelle de vernier avec 10 graduations, la précision du pied à coulisses sera de 1 divisé par 10, soit 1 dixième de millimètre. Dans le cas d'une échelle de vernier avec 20 graduations, la précision du pied à coulisses sera de 1 divisé par 20, soit 5 centièmes de millimètre. Dans le cas d'une échelle de vernier avec 50 graduations, la précision du pied à coulisses sera de 1 divisé par 50, soit 2 centièmes de millimètre. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle est la précision de ce pied à coulisses? Voyons maintenant comment prendre une mesure avec un pied à coulisses d'une précision de 1 dixième de millimètre. Repérez l'emplacement du zéro du vernier sur la règle. Dans cet exemple, le zéro du vernier dépasse les 6 mm de la règle. Repérez maintenant la graduation du vernier qui est exactement alignée avec une graduation de la règle. Dans cet exemple, le point d'alignement est situé sur la 3e graduation du vernier. Attention, il ne faut jamais compter la ligne du zéro. Multipliez les 3 graduations par la précision du pied à coulisses, vous obtenez la valeur du vernier. Additionnez maintenant la valeur de la règle et la valeur du vernier. Dans cet exemple, la mesure est donc de 6,3 mm. Utilisons maintenant un pied à coulisses avec une précision de 5 centièmes de millimètre. L'échelle du vernier a 20 graduations. La valeur de chaque graduation est donc de 1 divisé par 20, soit 0,05 mm. Le zéro du vernier dépasse les 4 mm de la règle. La 7e graduation du vernier est exactement alignée avec une graduation de la règle. Chaque graduation du vernier valant 0,05 mm, la mesure complète est de 4 mm plus 7 fois 0,05 égale 4,35 mm.
Utilisons maintenant un pied à coulisse avec une précision de 2 centièmes de millimètre. L'échelle du vernier comporte 50 graduations. Chaque graduation vaut donc 2 centièmes de millimètre. La valeur indiquée par le pied à coulisse est de 4 millimètres plus 32 graduations multipliées par 0,02 égale 4,64 millimètres. Avant toute utilisation d'un pied à coulisse, vous devez vérifier les points suivants. Le type de précision a été identifié. Le pied à coulisse indique 0 en position fermée. Afin de bien utiliser un pied à coulisse, vous devez vous conformer aux précautions générales d'utilisation des outils de mesure et avoir votre champ visuel le plus perpendiculaire possible à l'outil. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Déplacez une des pièces sur le pied à coulisse pour mesurer son diamètre intérieur. Quelle est la mesure indiquée par ce pied à coulisse? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le pied à coulisse est composé d'une partie fixe et d'une partie mobile. Les becs ou la jauge de profondeur doivent être correctement positionnés pour effectuer une mesure adéquate. La précision d'un pied à coulisse peut être de 1/10, 5 centièmes ou 2 centièmes de millimètre. La règle indique le nombre de millimètres et le vernier indique le nombre de fractions de millimètres. L'addition des deux valeurs donne la mesure globale. Afin de bien utiliser un pied à coulisse, vous devez avoir votre champ visuel le plus perpendiculaire possible à l'outil et respecter les précautions générales d'utilisation des outils de mesure. Les micromètres permettent de mesurer avec une précision de 1 centième de millimètre le diamètre extérieur d'un cylindre, l'épaisseur d'une pièce. Le micromètre est composé des éléments suivants: une broche fixe, une broche mobile, un corps, une douille cylindrique fixe graduée, un vernier rotatif comportant 50 divisions et un cliquet. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le micromètre doit être soumis aux précautions générales d'utilisation des appareils de mesure. Il faut particulièrement faire attention aux points suivants. La précision du micromètre doit être vérifiée et ajustée si nécessaire. Lorsque la broche mobile et la broche fixe sont en contact, le micromètre doit indiquer 0. Le micromètre doit être stocké broches écartées. Nous allons maintenant positionner le micromètre pour prendre une mesure. Cliquez sur le micromètre. Sur un micromètre, le point d'intersection entre la douille et le vernier indique la mesure à lire. Sur la douille fixe, la mesure est comprise entre 5,5 mm et 6 mm. Le point d'intersection avec la douille indique 12 sur l'échelle du vernier. Un tour de vernier diminue ou augmente la mesure sur la douille de 0,5 mm. Le vernier comportant 50 graduations, chacune d'entre elles équivaut à 0,5 mm divisé par 50, soit 0,01 mm. Le vernier indique donc 0,12 mm et la mesure complète est de 5,5 mm plus 0,12 mm, soit 5,62 mm. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel micromètre est prêt à l'utilisation? Quelle mesure indique le micromètre? Quelle mesure indique le micromètre?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le micromètre permet de mesurer l'épaisseur et le diamètre d'une pièce avec une précision de 0,01 mm. Le micromètre est constitué principalement d'une douille, de broches et d'un vernier rotatif. Le point d'intersection de la douille et du vernier indique la mesure. Le micromètre doit être soumis aux précautions générales d'utilisation des appareils de mesure, indiquer 0 lorsque ces broches sont en contact et être stocké broches écartées. La douille donne les millimètres par pas de 0,5 mm et le vernier donne les centièmes de millimètre. L'addition des deux valeurs donne la mesure finale. Voyons maintenant le fonctionnement du comparateur. Le comparateur permet de réaliser des mesures de déplacement relatifs de différentes pièces. Le comparateur permet par exemple de mesurer le jeu de fin de course du vilebrequin. Il permet également de mesurer le voile des disques de frein. Le comparateur est constitué des éléments suivants. Un cadran rotatif avec deux échelles de mesure et une pointe de touche qui coulisse axialement. Le cadran principal peut être tourné pour positionner le zéro face à l'aiguille principale. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Pour une bonne utilisation, le comparateur doit être solidement fixé à un support. La plupart du temps, ce support est magnétique. Certaines opérations, comme le calage des pompes d'injection diesel, nécessitent des supports spécifiques. Cliquez sur le comparateur pour le positionner. Le comparateur est installé dans l'axe du déplacement. Il doit être positionné perpendiculairement par rapport au bord de la pièce à mesurer. Dans le cas de la mesure de voile de disque, il est positionné perpendiculairement par rapport au disque. Voyons maintenant l'échelle de mesure. Le comparateur comporte deux échelles. Une échelle extérieure avec son aiguille de lecture et une échelle intérieure avec son aiguille de lecture. L'échelle extérieure représente 1 mm complet divisé en 100 graduations. Chacune des graduations représente donc 1 centième de millimètre. L'échelle intérieure représente le nombre de millimètres parcourus par l'aiguille extérieure. Mesurons maintenant une hauteur de came. Lorsque la came est en position horizontale, le comparateur indique 2,20 mm. Pivotons la came de 90 degrés. La came se trouve maintenant en position haute. Le comparateur indique 6,30 mm. Le déplacement total de la came est donc de 6,30 mm moins 2,20 mm, soit 4,10 mm. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle est la position correcte du comparateur? Quelle est l'épaisseur de cette pièce? Quel est le voile total de ce disque? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le comparateur permet de mesurer des déplacements relatifs, tels que le jeu d'un arbre à came ou le voile d'un disque. Le comparateur est constitué d'un cadran rotatif et d'une pointe de touche. Le comparateur doit être fixé à un support et positionné perpendiculairement à la pièce à mesurer. Le comparateur est constitué d'une échelle extérieure en centièmes de millimètre et d'une échelle intérieure en millimètres. Voyons maintenant les accessoires qui peuvent faciliter la mesure. Lorsque l'accès est difficile, des compas avec ou sans ressort peuvent être utilisés pour reporter les codes intérieurs ou extérieurs. Des calibres peuvent également être utilisés pour reporter les dimensions de certains alaisages. La mesure se fait ensuite avec des instruments traditionnels. Cliquez sur chaque outil pour visualiser son utilisation. Le compas intérieur fige le diamètre de cet alaisage.
Le micromètre peut alors être utilisé. Le compas extérieur fige la distance. Elle est reportée sur les becs extérieurs du pied à coulisse. Le calibre est ajusté dans l'alésage. Le micromètre donne la dimension de l'alésage avec une précision de 0,01 mm. D'autres accessoires peuvent être utilisés. Voyons le montage suivant. Il est constitué d'un marbre, de supports en V et d'un comparateur monté sur son support. Ce montage permet notamment de contrôler le faux rond de certaines pièces. Cliquez sur le comparateur pour mesurer le faux rond d'une queue de soupape. Il faut tout d'abord positionner correctement le comparateur, puis faire le zéro, et enfin faire tourner la queue de soupape de 360 degrés en repérant le déplacement de l'aiguille pour obtenir la mesure. Un jeu de cale est constitué d'un ensemble de lames calibrées. Un jeu de cale associé à une règle peut être utilisé pour vérifier la planéité d'une culasse. Un jeu de cale peut être également utilisé pour vérifier le jeu d'un montage de roulement. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel accessoire peut être utilisé pour reporter la mesure de ce diamètre intérieur? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Des compas et des calibres peuvent reporter les mesures difficiles d'accès. La lecture des mesures se fait ensuite avec les instruments traditionnels. Un marbre, des supports en V et un comparateur monté sur son support peuvent être utilisés pour mesurer le faux rond de certaines pièces. Un jeu de cale peut être utilisé pour vérifier la planéité d'une culasse et le jeu d'un montage de roulement. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Cette leçon abordera les sujets suivants. Le manomètre de pression des gaz, le manomètre de pression des liquides, le thermomètre. Intéressons-nous d'abord à la mesure de la pression des gaz. Sur un véhicule, la mesure de la pression des gaz est un élément important d'aide au diagnostic. Les manomètres permettent de mesurer une pression ou une dépression. La position de l'aiguille sur les graduations du manomètre donne la mesure. Il existe différents types de manomètres dédiés à des diagnostics spécifiques. Pour identifier le manomètre adéquat, il faut consulter la documentation technique Renault. Le manomètre est indiqué dans la section « Outillage spécifique ». Voyons maintenant quelques exemples d'applications. Cliquez sur chaque représentation pour visualiser l'utilisation des manomètres. Ce manomètre, associé à un comparateur, permet de vérifier le bon fonctionnement du turbocompresseur. Ce manomètre permet de mesurer la dépression sur le servo-frein. Ce manomètre permet de vérifier et d'ajuster la pression des pneumatiques. Il faut respecter les conditions nominales de température, de charge et de vitesse du véhicule lors de la vérification et de l'ajustement de la pression des pneumatiques. La pompe Mitivac est un type de manomètre qui permet de mesurer les pressions et les dépressions. La pompe Mitivac peut être utilisée pour analyser le comportement d'un élément mécanique. Cette pompe peut appliquer une dépression de 900 millibars et une pression de 1000 millibars. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle pression absolue est appliquée à l'extérieur de ce pneu? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les manomètres permettent de mesurer une pression ou une dépression. La position de l'aiguille sur les graduations du manomètre donne la mesure. La section outillage spécifique de la documentation technique Renault indique le type de manomètre à utiliser pour effectuer un diagnostic.
La pompe Mitivac peut être utilisée pour appliquer une pression ou une dépression sur un élément mécanique afin d'analyser un comportement. Voyons maintenant la mesure de pression hydraulique. Il existe une grande variété de circuits hydrauliques sous pression. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les différentes applications pour les identifier. Dans la majorité des contrôles de pression hydraulique, un coffret spécifique est composé des éléments suivants: un manomètre, un flexible de connexion et des adaptateurs à installer sur le véhicule. Il faut être très vigilant dans le choix et l'utilisation de ces coffrets. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages corporels ou des dommages sur le véhicule. Pour mesurer une pression hydraulique, il faut prendre les précautions suivantes. Vous devez vous assurer que le système hydraulique est dépressurisé avant toute intervention pour éviter tout risque de blessure. Vous devez installer l'adaptateur selon la procédure décrite dans la documentation technique Renault en faisant bien attention de ne pas endommager les filetages. Vous devez vérifier l'état des accouplements, notamment les joints toriques de l'adaptateur, pour éviter tout risque de fuite. D'autres précautions doivent être prises pour garantir la justesse de la mesure. Cliquez sur le manomètre. Dans le cas où la mesure se fait sur un circuit fermé, l'air contenu dans le flexible doit être purgé. Dans le cas où l'aiguille du manomètre n'est pas sur 0, la vis de réglage doit être utilisée. Regardons maintenant l'échelle de lecture d'un manomètre. La plupart des manomètres ont une échelle graduée en bars. Pour certaines applications, l'échelle peut être graduée en millibars. Un bar est égal à 1000 millibars. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle est la pression indiquée par le manomètre? Ce circuit de freinage a une pression de 100 bars sur les freins avant et de 80 bars sur les freins arrière. Positionnez les manomètres correctement. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il existe une grande variété de circuits hydrauliques sous pression. La mesure de la pression hydraulique nécessite un outillage spécial. Un mauvais choix peut entraîner des dommages corporels ou des dommages sur le véhicule. Il faut toujours se conformer aux règles de sécurité ou aux spécifications de la documentation technique Renault pour effectuer une mesure de pression hydraulique. L'échelle des manomètres peut être graduée en bars ou en millibars. Voyons maintenant la mesure de température. L'unité de mesure de la température est le degré Celsius. Il existe 3 types de thermomètres. Le thermomètre à bulle, le thermomètre à cadran, le thermomètre digital. Le thermomètre à bulle est utilisé dans la mesure de la température des liquides. La bulle contenant du liquide est placée en contact avec le liquide à mesurer. La valeur de la température est lue lorsque le liquide du thermomètre est stabilisé. Dans cet exemple, la mesure est de 84 degrés Celsius. Le thermomètre à cadran est plus robuste et plus facile à lire. L'embout du thermomètre à cadran est placé dans le liquide à mesurer. L'aiguille du cadran indique la température. Le temps de réaction de ce type de thermomètre est plus long et ne peut pas être utilisé lorsque la variation de température est brutale. Le thermomètre digital offre les avantages suivants. Ce thermomètre digital lit de manière précise les fractions de degrés. Ce thermomètre digital est très précis pour la mesure de température de l'air conditionné. La mesure est instantanée. L'affichage se lit facilement, on peut changer les échelles de mesure. Le thermomètre digital s'utilise très simplement en plaçant le capteur de mesure dans un liquide ou un flux d'air. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Pourquoi un thermomètre digital est-il utilisé pour mesurer la température du circuit d'air conditionné? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'unité de mesure des températures est le degré Celsius. Le thermomètre à bulle est utilisé dans la mesure de la température des liquides. Le thermomètre à cadran est plus robuste et sa lecture est plus facile que le thermomètre à bulle. En revanche, le temps de réaction du thermomètre à cadran est plus long.
Le thermomètre digital offre une lecture plus précise et instantanée de la température de l'air ou des liquides. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Cette leçon abordera les sujets suivants: le serrage, les clés dynamométriques et rapporteurs d'angle. Le but du serrage est d'assurer une force de contact entre deux pièces mécaniques. La tension présente dans l'ensemble vis-écrou est directement proportionnelle à la force de contact recherchée. La tension exercée dans l'ensemble vis-écrou provient des propriétés de déformation du matériau de l'ensemble vis-écrou. La déformation d'un matériau est caractérisée par les phases suivantes. Une phase élastique, pendant laquelle le matériau reprend sa dimension initiale si l'effort de déformation est interrompu. Une phase plastique, pendant laquelle le matériau continue à se déformer et ne reprend pas sa dimension initiale si l'effort de déformation est interrompu. Au-delà de la limite plastique, l'effort de déformation conduit à la rupture du matériau. Afin de fournir une tension à l'ensemble vis-écrou, on applique un couple sur la tête de la vis. Le couple est l'effort de rotation exercé sur un objet tournant. Le couple est égal à la force appliquée en newton multipliée par la distance d'application de la force. L'unité de mesure du couple est le newton-mètre. L'unité de mesure du couple la plus souvent utilisée dans la documentation technique Renault est le décanewton-mètre qui est égal à 10 newton-mètres. Le couple à appliquer sur un ensemble vis-écrou a été calculé pour que son matériau soit dans une phase de déformation plastique. Les valeurs de couple de serrage sont indiquées dans la documentation technique Renault. Il ne faut jamais dépasser un couple prescrit afin d'éviter la rupture de l'ensemble vis-écrou. Nous avons vu que la tension exercée dans l'ensemble vis-écrou était proportionnelle au couple exercé sur la tête de vis. Malheureusement, certains frottements entre la vis et l'écrou viennent perturber ce phénomène. Afin d'éviter ces perturbations, certains serrages sont indiqués en valeur de couple et d'angle de rotation. Le serrage permet d'assurer le contact entre deux surfaces planes. Cependant, dans le cas d'une culasse, un seul ensemble vis-écrou ne suffit pas à assurer un contact parfait sur toute la surface. Il y a donc plusieurs ensembles vis-écrou. Afin d'assurer un serrage uniforme sur l'ensemble de la surface de la culasse, le serrage doit s'effectuer dans un ordre chronologique bien précis. Cliquez sur la clé dynamométrique pour effectuer le serrage de culasse. Le serrage s'effectue selon une séquence circulaire depuis la vis centrale jusqu'à la dernière vis située à l'extrémité de la culasse. Les spécifications de couple ainsi que les séquences de serrage se trouvent dans la documentation technique Renault. Les couples à appliquer sont souvent indiqués par l'icône suivant. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle est la formule correcte pour calculer un couple ? Dans quelle phase de déformation d'une vis le serrage est-il le plus efficace ? Comment s'effectue un serrage de culasse ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le but du serrage est d'assurer une force de contact entre deux ensembles mécaniques. Le couple est l'effort de rotation exercé sur un objet tournant. L'unité de mesure du couple la plus souvent utilisée chez Renault est le décanewton-mètre. Certains serrages sont indiqués en valeur de couple et angle de rotation de la tête de vis. Afin d'appliquer un couple à un ensemble vis-écrou, on utilise une clé dynamométrique. Il existe trois principaux types de clés dynamométriques. Les clés dynamométriques à aiguille, les clés dynamométriques à déclenchement, les clés dynamométriques à cadran ou à affichage digital. Les clés dynamométriques sont des outils de mesure et de contrôle. Les clés dynamométriques doivent être utilisées selon les précautions générales d'utilisation des outils de mesure et de contrôle. Pour obtenir un serrage correct,
Les clés dynamométriques doivent être positionnées perpendiculairement à l'axe de la vis et une rotation constante et non par à-coups doit leur être appliquée. Détaillons maintenant les différentes clés dynamométriques. La clé dynamométrique la plus répandue est la clé dynamométrique à déclenchement. Il faut tout d'abord installer la valeur de déclenchement. Cliquez sur la clé dynamométrique pour effectuer un serrage. La valeur de déclenchement s'obtient par la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de la poignée jusqu'à obtention de la valeur correcte sur l'échelle de mesure. Il suffit alors d'appliquer une rotation constante sur la vis jusqu'au déclenchement de la clé dynamométrique qui s'accompagne d'un clic significatif. Une fois la clé dynamométrique déclenchée, il ne faut surtout pas continuer à appliquer un couple à la vis pour ne pas augmenter le couple de serrage. Lorsque la clé s'est déclenchée, elle est prête pour réaliser un nouveau serrage. La clé dynamométrique à aiguille ou à affichage à cadran mécanique ou digital donne la valeur exacte du couple pendant le serrage. Il faut viser la valeur à atteindre et la lire sur l'écran d'affichage. Dans tous les cas, avant d'être utilisé, le 0 doit être vérifié. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle est l'unité de mesure de la clé dynamométrique? Le serrage final d'une vis s'effectue souvent par serrage angulaire. Il existe deux types de contrôleurs d'angle de serrage. Le contrôleur d'angle à aiguille mobile et cadran fixe, le contrôleur d'angle à cadran mobile et aiguille fixe déportée relié par un flexible à une base magnétique. Cliquez sur la clé dynamométrique pour effectuer un serrage de 90 degrés. La précision typique demandée lors d'une rotation angulaire est de plus ou moins 3 degrés, sauf indication contraire de la documentation technique. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il existe 3 principaux types de clés dynamométriques, à aiguille, à déclenchement et à cadran, ou à affichage digital. Les clés dynamométriques sont des outils de mesure et de contrôle. Elles doivent être positionnées perpendiculairement à l'axe de la vis et une rotation constante doit leur être appliquée. Pour effectuer un serrage avec une clé dynamométrique à déclenchement, il suffit de régler la valeur de déclenchement avant d'appliquer une rotation constante. La clé dynamométrique à aiguille ou à affichage à cadran mécanique ou digital donne la valeur exacte du couple pendant le serrage. Il existe 2 types de contrôleurs d'angle de serrage, le premier à aiguille mobile et cadran fixe, et le deuxième à aiguille fixe et cadran mobile. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite.